Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les questions d'actualité au gouvernement. La séance est à suivre en direct et en exclusivité sur Public Sénat dans moins d'un quart d'heure. Parmi les thèmes abordés, la lutte contre la pauvreté ou encore les états généraux de la politique de la ville. Et la question migratoire sera également abordée le jour où Gérard Collomb publie une circulaire pour expulser les étrangers délinquants. Le ministre de l'Intérieur veut se montrer ferme vis-à-vis des étrangers incarcérés, une décision qui fait suite à l'attentat de Marseille. Le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes se précise. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'y réfléchir à un outrage sexiste. Vous l'entendrez dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat et Mickaël Zamès, salle des conférences, le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Au lendemain de leur rendez-vous avec Gérald Darmanin, les syndicats de fonctionnaires sortent déçus de ce rendez-vous salarial. Le ministre de l'Action et des Comptes publics qui confirme le report d'1 an du plan de revalorisation des carrières, tout en faisant un geste sur la compensation de la hausse de la CSG. Stéphane Amalian. Les syndicats de fonctionnaires ont obtenu hier la compensation de l'augmentation de la CSG. Elle se matérialisera par la suppression de cotisations et l'octroi de primes. C'est la moindre des choses, de compenser le pouvoir d'achat de ceux qui ne sont pas concernés par les déductions liées aux cotisations sociales. La moindre des choses, car le gouvernement n'a pas souhaité faire plus d'efforts. Gérald Darmanin, ministre des Comptes et de la fonction publique, n'a d'ailleurs pas souhaité répondre à nos questions. Les fonctionnaires se disent un peu déçus. Merci beaucoup. Et pour cause, l'indice des fonctionnaires restera gelé. 1600 postes seront supprimés dans la fonction publique d'État en 2018. Le jour de carence, lui, sera bel et bien rétabli. À partir du moment où on veut tenir la dépense budgétaire, il faut bien en passer par des mesures comme celle-là. On ne va pas se plaindre que le gouvernement fasse des économies. Les Républicains ont toujours eu cet objectif dans leur programme. À ces mesures s'ajoute le report d'1 an du protocole parcours professionnel, carrière et rémunération. Il prévoit de faciliter les évolutions de parcours et de valoriser les salaires. C'était une mesure du gouvernement précédent. Ce décalage fait économiser 4 milliards d'euros. Commencer par ne pas tenir un engagement qui a été pris par le gouvernement précédent pour trouver une perspective dans le temps, je trouve que c'est un mauvais signal. Les syndicats de fonctionnaires se retrouveront le 24 octobre pour organiser une nouvelle manifestation. Et premier invité de notre multiplex, le sénateur socialiste de la Creuse, Jean-Jacques Lozach. Il sort d'une réunion à l'Élysée en présence du chef de l'État sur l'avenir des salariés de GMS. Il est avec vous, Mickaël Zamès. Absolument, c'était une réunion à la base avec tous les élus de la Creuse, c'est bien ça, monsieur le sénateur. Et ça s'est transformé peut-être en une réunion un petit peu plus précise sur le cas de l'entreprise, la souterraine notamment. En effet, l'objet central de notre rencontre, c'était d'évoquer avec le président de la République et avec l'ensemble de ses services un véritable plan de redynamisation du département de la Creuse, un plan particulier pour notre département qui vient de subir en particulier un choc industriel très fort avec un impact territorial conséquent, à savoir la suppression d'environ 160 emplois sur GMS Industrie. Mais le cœur de l'échange de ce matin portait sur ce plan particulier pour la Creuse. Alors peut-être qu'on peut faire cette étape en 2 points. Premièrement, sur la Creuse, est-ce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites par le président de la République? Et puis après, évidemment, on va parler de l'entreprise. Alors les annonces, c'est qu'on va aller très vite en ce qui concerne l'élaboration de ce plan d'action pour notre département. Il doit être rédigé, préparé d'ici la fin de l'année, avec à la fois des mesures spécifiques, c'est-à-dire une aide particulière sur des projets de territoire. C'est-à-dire, pour qu'on soit très clair, une enveloppe budgétaire qui sera allouée par l'État? En effet, on essaiera d'aller au-delà des dispositifs existants pour avoir des financements privilégiés, à la fois sur des mesures transversales, c'est-à-dire concernant la totalité du département de la Creuse, et des mesures spécifiques sur des projets notamment portés par les intercommunalités. Il y a un chiffre, une enveloppe que vous pouvez nous donner? Non, pas pour l'instant. Alors sur l'entreprise GMS, on se rappelle évidemment de la phrase du président de la République, c'est là où on a entendu le mot bordel pour la première fois. Sur cette entreprise aujourd'hui, est-ce qu'il y a des portes qui sont ouvertes à nouveau où on peut discuter?
par rapport à ces emplois qui sont prévus d'être supprimés? Je crois qu'il y a toujours matière à discussion. Le président de la République s'est engagé à recevoir dès la semaine prochaine les représentants du personnel et les organisations syndicales. Nous avons à nouveau attiré son attention sur un certain nombre de points qui méritent d'être précisés, d'être éclaircis, notamment en ce qui concerne la durée, la cellule de reclassement, en ce qui concerne la formation professionnelle, en ce qui concerne la diversification des produits, l'atelier de tôlerie, la recherche-développement, etc. Mais il va garder, je dirais, ses réponses à cet entretien, à cette rencontre de la semaine prochaine. Est-ce que vous lui avez reparlé de cette fameuse phrase qui avait quand même mis un peu le feu aux poudres et qui n'avait évidemment pas plu aux salariés et aux syndicats? Je dois dire que non, nous ne sommes pas revenus effectivement sur cette phrase malheureuse. L'ambiance ce matin était plutôt constructive, plutôt à la détente et surtout tournée vers l'avenir de ce département. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait un point après ce rendez-vous à l'Élysée avec le président de la République. Merci. Merci à vous, Mickaël, pour cette première réaction en direct. C'est aujourd'hui la journée mondiale de refus de la misère. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui était entendue ce matin par les sénateurs sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, promet d'investir socialement dans la jeunesse. Les explications de Flora Sauvage. Aujourd'hui en France, 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 3 millions d'enfants, soit un enfant sur 5. Car la pauvreté a changé de visage, elle touche de plus en plus d'enfants et de familles monoparentales. 36% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Un seuil qui s'élève à 1 700 € par mois pour une famille avec 2 enfants. Ce matin, devant la Commission des Affaires sociales, la ministre de la Santé et des Solidarités est venue défendre son projet de loi de finances de la sécurité sociale. Elle détaille les moyens d'action mis en place pour les plus modestes. Dans le champ de la famille, nous avons beaucoup de mesures pour accompagner les familles monoparentales, les familles nombreuses les plus pauvres, de façon à réduire le seuil de pauvreté des familles avec enfants qui sont en très grande difficulté dans notre pays et dont on voit la progression en proportion augmenter. En 2018, le montant de l'aide pour la garde d'enfants sera majoré de 30% pour les familles monoparentales. Et les parents isolés qui ne perçoivent pas de pension alimentaire verront leur allocation revalorisée de 6 € par mois. Je vous le disais en titre, on en sait un peu plus sur les contours du futur projet de loi, sur les violences sexistes et sexuelles. Parmi les points les plus sensibles, la verbalisation du harcèlement de rue. Écoutez ce qu'en disait Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes. Elle était l'invitée de notre matinale Territoire d'Info. D'abord, on définit le harcèlement de rue. Donc, nous avons installé avec justement le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice un groupe de travail de 5 députés de tous bords politiques, de gauche, de droite, du centre, d'En Marche. Et ces 5 députés ont pour mission de définir, de fabriquer la définition juridique du harcèlement de rue ou de l'outrage sexiste selon le terme qui est retenu et de dire comment on pourra le verbaliser. Mais le président de la République l'a dit dans son intervention télévisée sur TF1, il a dit que la police de la sécurité quotidienne aurait parmi ses priorités la sécurité des femmes et notamment la lutte contre le harcèlement de rue dans la rue et dans les transports. On est conscient qu'il n'y aura pas justement à chaque fois un policier, une policière derrière chaque phénomène de harcèlement de rue, mais je pense que c'est très important et c'est aussi le rôle de la loi de dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et je pense que ça aura valeur d'exemple et valeur de pédagogie quand je vois à quel point la parole sur le harcèlement de rue s'est libérée ces derniers mois sur ce sujet. Je pense qu'on est en train de faire des progrès sur justement l'abaissement de notre seuil de tolérance à ces phénomènes. Et on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction à l'actualité politique ce jour. À vos côtés, Gérard Longuet, sénateur LR de la Meuse, Mickaël. Absolument, avec Gérard Longuet. Peut-être une question sur ce qu'on vient d'entendre à notre antenne de la part de la secrétaire d'État sur, vous savez, ce dont on parle aujourd'hui en ce moment sur le harcèlement. Il y a ce hashtag qui a été lancé, Balance ton porc. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce phénomène qui s'est libéré, de cette parole qui s'est libérée? Oui, en fait, on a toujours su cela. Et si les gens étaient bien élevés, ça commence à l'école, c'est la structure des familles qui est souvent défaillante et déficiente, c'est la loi des mauvaises têtes, des bandes de petits casseurs qui entretiennent une image, un irrespect total de l'autre, irrespect des hommes d'ailleurs, à travers la violence, tu verras ta gueule à la récré, ou bien irrespect des femmes à travers une agressivité dès qu'une femme n'est pas
conforme au modèle de la bande qui l'agresse. Plus les comportements individuels, plus l'utilisation du pouvoir, tout ça on le sait, plus on en parle, mieux c'est. Je ne suis pas certain que la loi règle tout, c'est profondément... C'est quand même la question, faut-il une nouvelle loi? Non, je crois que c'est une question d'éducation et d'appliquer la loi et de sanctionner ceux qui enfreignent la loi. Gérard Longuet, demain il va y avoir un discours très important de la part du président de la République sur la sécurité, notamment cette police de sécurité du quotidien qui devrait être mise en place. Est-ce que c'est quelque chose que vous appelez de vos vœux? Est-ce que c'est quelque chose qui appelle des vœux des Français ou c'est quelque chose de superflu selon vous? Non, je crois que ça revient à une politique d'ensemble. Je crois qu'il faut reconstituer un tissu social fondé sur des valeurs partagées et, permettez-moi de le dire, fondé sur la sanction de ceux qui ne respectent pas ces valeurs partagées. Il faut pouvoir circuler dans un couloir de métro à 23 heures, il faut pouvoir être dans un grand ensemble, il faut pouvoir ne pas craindre que la violence soit la réponse. Et donc c'est une question de valeurs partagées et du respect de ces valeurs partagées. Toutes les lois existent, respectons-les. On vient de faire sauter un préfet, c'est d'ailleurs plus facile de faire sauter un préfet que n'importe quel autre fonctionnaire, c'est sans doute pour ça qu'on le sanctionne, mais il faut surtout faire respecter la loi et que le travail de ceux qui éduquent, forment ou sanctionnent soit aussi respecté par l'ensemble de ceux qui portent la parole publique, depuis les magistrats jusqu'aux journalistes. Et on suivra évidemment ce discours avec attention. Merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu en direct à nos questions. Laurence Rossignol, l'ancienne ministre, va bientôt se présenter juste à côté de nous pour un témoignage également. Merci Mickaël. Alors dans le reste de l'actualité, faut-il prendre en compte le bien-être comme indicateur du PIB d'un pays? C'est en tout cas la proposition des sénateurs socialistes. Ils souhaitent remettre l'humain au cœur des politiques publiques. Fabien Recker. Remettre l'humain au cœur de l'évaluation des politiques publiques. C'est l'objet de la double proposition de loi déposée par le sénateur socialiste Franck Montaugé. Il s'agit de mettre fin à l'hégémonie du PIB, instrument central d'évaluation de l'action publique, mais dont la capacité à mesurer le bien-être réel est de plus en plus contestée. Il y a des catastrophes écologiques, ça produit de la valeur ajoutée d'une certaine manière qui contribue à l'augmentation du PIB. Donc voilà, c'est un indicateur évidemment très connu, central, mais qui est très réducteur. Franck Montaugé propose la création d'un conseil parlementaire qui évaluera toutes les politiques publiques en fonction d'indicateurs alternatifs au PIB, comme ceux mesurant la soutenabilité écologique ou sociale. Des indicateurs qui restent à construire. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit pour être pertinent en rapport avec les objectifs de politique publique que l'on se donne. Il faut travailler avec la communauté scientifique et il faut travailler avec la société civile. Le sénateur veut aussi mieux mesurer les conséquences des lois nouvelles sur le bien-être des citoyens, toujours selon ces nouveaux critères. Franck Montaugé s'appuie notamment sur les travaux de Dominique Méda. La sociologue en appelle à tourner la page du fétichisme du PIB. Quand on a les débats à l'Assemblée nationale, on ne raisonne que sur le PIB, donc que sur un indicateur qui ne donne pas l'alerte, qui ne braque pas le projecteur sur les zones de danger, les zones sur lesquelles précisément il faudrait qu'on ait une sonnette, une alarme. Les sénateurs insistent sur la participation des citoyens dans l'élaboration de ces nouveaux indicateurs plus qualitatifs. Les 2 projets de loi seront présentés au Sénat début de l'année prochaine. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, sénatrice socialiste de l'Oise. Avec vous, Mickaël Zamès. Oui, Laurence Rossignol, on va aussi parler de ce projet de loi sur le harcèlement sexuel présenté par Marlène Schiappa. Ça va être indispensable, utile évidemment, selon vous, ce nouvelle loi qui est en cours? Il y a des sujets effectivement qui sont du domaine législatif et sur lesquels il faut agir vite, en particulier la présomption de non-consentement pour les relations sexuelles entre un majeur et un ou une mineure de moins de 15 ans. Moi, c'est le choix que j'ai fait dans la proposition de loi que j'ai déposée, c'est-à-dire moins de 15 ans. Il y a ça, il y a aussi l'affaire de la présomption et des délais de... Pardon, c'est pas la présomption, c'est... la prescription et du délai de prescription pour les mineurs victimes de violences sexuelles. J'avais lancé une mission de consensus qui était co-dirigée par Flavie Flament et un magistrat, le juge Calmette, et qui, après plusieurs semaines de travail, était arrivé à une conclusion et des préconisations pour un allongement à 30 ans, à partir de l'âge de la majorité de la victime, du délai de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs.
Vous entendez aussi ce que l'on dit, c'est que l'arsenal judiciaire, juridique est déjà bien fourni, qu'on a beaucoup déjà de mal à le mettre en place, qu'il est difficilement applicable, qu'il y a beaucoup de dossiers qui restent presque enterrés. Qu'est-ce que ça peut changer finalement? Écoutez, ça va changer le délai de prescription, ça va changer quelque chose pour les victimes qui pourront introduire une action en justice même au-delà de la période actuelle. Et puis la présomption de non-consentement, ça va éviter une affaire comme celle de Pontoise, très exceptionnelle certes, mais néanmoins qui nous a tous choqués, où une petite fille de 11 ans a des relations sexuelles avec un homme de 28 ans et où les juges concluent que ce n'est pas un viol mais simplement une atteinte sexuelle parce qu'on n'a pas pu rapporter la preuve qu'il y avait eu contrainte, menace, violence ou surprise. Donc voilà ce que ça va changer. Pour autant, effectivement, ça ne règle pas la question de l'accès au droit, de la mise en œuvre de la justice, de la capacité pour les victimes. Il y a effectivement d'autres mesures à prendre qui ne sont pas du domaine législatif. Il n'est pas normal, par exemple, que dans un commissariat, lorsqu'une femme vient déposer plainte pour des violences, on lui dise qu'on va prendre une main courante. Or, tout le monde sait que la main courante, c'est une façon d'expédier les gens et sans rien faire. Moi, je considère que tout acte qui est objectivement un délit devrait systématiquement dans les commissariats faire l'objet d'une plainte. D'ailleurs, dans les gendarmeries, il y a toujours un écrit. Voilà, je pense à cet aspect-là. Je crois aussi que nous avons besoin de mieux recenser les victimes, leurs plaintes et aussi de les accompagner. Ce n'est pas parce qu'une victime est prescrite que pour autant la justice ne doit pas s'intéresser à elle. Et le recueil de la parole de la victime, indépendamment de l'action publique qui sera engagée par la suite, est important. Il y a tout un travail à faire aussi là-dessus. Dernière petite question très rapidement. Votre proposition de loi, c'est pour quand ? Ma proposition de loi est actuellement rendue publique, mes collègues sont en train de la signer et nous les déposerons très prochainement. Mais déjà, un amendement va être proposé dans une proposition de loi sur la justice qui reprend la présomption de non-consentement. Il va nous permettre, à l'initiative des sénateurs socialistes, d'ouvrir déjà le débat dès maintenant. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir répondu en direct à nos questions. Gérard Larcher, le président du Sénat, vient de passer dans le couloir. Ça signe évidemment que ça va bientôt commencer, Delphine. Merci à vous, Mickaël. Effectivement, tout de suite, on prend la direction de l'hémicycle pour suivre cette séance de questions d'actualité au gouvernement en direct et en exclusivité sur Public Sénat. Voilà, la séance va bientôt débuter. On a vu bien Gérard Larcher s'installer au plateau. Parmi les thèmes abordés cet après-midi par les sénateurs, il y aura évidemment les états généraux de la politique de la ville qui se sont tenus hier à Grigny. Voilà, on a entendu la sonnette. Place maintenant au débat. La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes retransmis en direct sur Public Sénat, sur le site internet et sur Facebook. Je rappelle à chacun à la fois le respect du temps, j'y insiste, avant de passer aux mesures coercitives, donc que chacun soit respectueux les uns des autres et naturellement le respect qu'on se doit mutuellement. La parole est maintenant notre collègue Brigitte Lherbier pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur le site internet de votre ministère, on peut lire, je cite, « L'étranger qui souhaite venir en France doit y être autorisé. Présent sur le territoire national sans titre, l'étranger est alors en situation irrégulière. » Il s'agit d'un rappel de la loi française votée par le Parlement. Force est de constater que la loi, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, n'est pas ou peu appliquée. Concernant la terrible affaire de Marseille où 2 jeunes filles ont été sauvagement tuées, l'assassin était un clandestin et avait commis des délits à répétition. On estime à plusieurs centaines de milliers le nombre d'étrangers qui séjournent illégalement dans notre pays. Lors de son intervention télévisée dimanche soir, le président de la République a tenu des propos fermes contre l'immigration illégale. Il a promis l'expulsion de tous les étrangers en situation irrégulière
ayant commis un délit quel qu'il soit. Sa proposition mérite des éclaircissements. S'agit-il pour le président de la République de limiter les expulsions clandestins qui auraient commis un délit? La langue du président de la République a-t-elle fourché? A-t-il cultivé une savante ambiguïté? Ou avait-il bien à l'esprit une vision restrictive des reconduites à la frontière? Si tel est le cas, j'attire votre attention, monsieur les ministres, sur le fait que la loi française prévoit l'expulsion de tous les clandestins qui aient commis ou non un délit, et que de limiter l'expulsion à ceux qui auraient commis un délit reviendrait à donner un droit de séjour en France aux étrangers illégaux. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur, de nous éclairer sur les intentions précises du président de la République et en même temps de lever toute ambiguïté sur ses propos. Merci. Pour vous répondre, la parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Brigitte Lherbier. En effet, les services de l'État doivent être pleinement mobilisés pour éloigner les étrangers en situation irrégulière qui présentent une menace pour l'ordre public. Vous l'avez rappelé, le président de la République a confirmé cette orientation prioritaire et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a dès le 10 octobre réécrit aux préfets dans une circulaire pour leur préciser, bien sûr, que l'ordre public devait être respecté et que les sortants de prison devaient faire l'objet d'une attention prioritaire. Notre droit nous permet de les éloigner, vous avez raison, en prenant à leur encontre une OQTF sans délai de départ volontaire, mais aussi en permettant de les placer en rétention s'ils présentent un risque de fuite. Pour les sortants de prison, une meilleure articulation doit être recherchée avec les établissements pénitentiaires pour mieux anticiper les éloignements durant la phase d'incarcération, c'est absolument certain. Par ailleurs, pour faciliter l'identification des personnes interpellées, un système biométrique relié au fichier de gestion des dossiers des étrangers sera déployé dans les prochains mois. Il permettra la consultation du fichier à partir des empreintes digitales de la personne. Dans le même objectif, les forces de l'ordre seront dotées en 2018 d'équipements permettant de prendre les empreintes digitales sur place et de consulter les fichiers de façon mobile. Madame la sénatrice, comme vous le voyez, bien sûr, il y a une politique ferme à cet égard. Et par ailleurs, bien sûr, ceci n'empêche pas d'accueillir, comme c'est la tradition dans notre pays, les réfugiés qui viennent demander l'asile dans notre pays, car ils sont menacés dans leur propre pays, bien évidemment. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Elisabeth Doineau pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Cette question s'adresse à Madame la Ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais elle pourrait s'adresser aussi au Premier ministre, comme au ministère de l'Intérieur, comme au ministère des Affaires étrangères ou des Affaires sociales, la question étant très large. Le 5 septembre dernier, le président de la République a demandé au gouvernement des propositions pour revoir l'accueil et l'accompagnement des mineurs non accompagnés. Il précisait que la réponse actuelle n'est pas satisfaisante et qu'elle représente une charge croissante pour les départements. Dans le rapport d'information que j'ai présenté dernièrement avec mon ancien collègue Jean-Pierre Godefroy, nous annoncions une explosion des prises en charge. De 13 000 situations à la fin décembre 2016, nous passerons à 25 000 à la fin de l'année. Tous les départements sont touchés, avec des records jamais atteints. Les agents des départements sont dépassés, voire en burn-out professionnel, parce que nous ne sommes plus dans le champ de nos compétences. Cela va jusqu'à mettre en danger notre mission historique de protection de l'enfance. Premier problème, l'hébergement.
Aujourd'hui, nous observons une embolie de toutes nos structures d'accueil, malgré leur diversité et leur nombre. Deuxième problème, l'évaluation de la minorité. Nos services sont totalement accaparés et découragés. Difficulté d'authentifier les documents administratifs quand il y en a, avec des appréciations variables selon les préfectures. Difficulté de bénéficier des services d'interprètes, parce que trop rares. Difficulté d'analyser les parcours migratoires chaotiques de ces jeunes qui mériteraient l'appréciation des services de la police aux frontières. Troisième problème, l'accompagnement. Que leur proposer comme formation sinon l'apprentissage? Mais là encore, nouveau parcours du combattant. Je pourrais continuer ainsi pendant longtemps parce qu'il faudrait aussi parler des multitraumatismes ressentis par ces jeunes. Il faudrait aussi parler des liens avec les parquets et les cours de justice qui sont également dépassés par le nombre et des recours portés par les avocats ou par les associations. C'est une question qui relève des flux migratoires et c'est à l'État de prendre ses responsabilités dans ce domaine. Les conseils départementaux sont dans l'attente de mesures concrètes. Pour vous répondre, la parole est à Madame le garde des Sceaux, Madame Belloubet. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Deneau, Mesdames et Messieurs les sénateurs, effectivement, Madame la sénatrice, vous avez raison de souligner l'importance et l'urgence de ce problème. Vous avez énoncé des chiffres qui témoignent de... Oui, je vous vois. Vous avez énoncé des chiffres qui témoignent de l'urgence de la situation. Nous en sommes pleinement conscients. Je dois vous dire qu'avec ma collègue Agnès Buzyn, nous avons tenu le 15 septembre dernier un comité de pilotage sur cette question des mineurs non accompagnés. Nous y avons d'une part réaffirmé les engagements financiers de l'État avec l'abondement à 6,5 millions d'euros, à hauteur de 6,5 millions d'euros du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, qui est destiné à prendre en charge l'évaluation et la mise à l'abri qui est assumée par les départements. Nous avons également réaffirmé que l'État tiendrait ses engagements qui consistent à rembourser au département 30% du coût qui correspond à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance des MNA supplémentaires. Ceci pour l'année passée. Mais nous savons, et vous l'avez rappelé à juste titre, qu'il y a de grandes difficultés, notamment concernant la phase d'évaluation et de mise à l'abri de ces jeunes. Nous savons pertinemment que des jeunes qui sont déclarés majeurs dans un département se représentent dans un autre département pour tenter de faire reconnaître leur minorité. Donc nous devons établir des outils qui nous permettent d'éviter cela. Nous devons harmoniser les procédures d'évaluation pour qu'il n'y ait pas de difficultés avec les parquets. Et ensuite, bien entendu, il y aura la prise en charge de ces jeunes lorsque leur minorité aura été reconnue. Monsieur le Premier ministre, qui se rendra vendredi à l'Assemblée des départements de France, aura à cette occasion la possibilité de vous faire, je crois, des annonces d'un plan d'action très concret. Merci, Madame la Ministre. Monsieur notre collègue Frédéric Marchand, pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Ministre, la politique de la ville est née il y a 40 ans, avec les premières opérations Habitat et Vie sociale, prémisse de la politique de la ville et de sa méthode. Malgré l'engagement des acteurs sur le terrain et des progrès réalisés en matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de renouvellement urbain et d'emploi, le regard porté sur les quartiers populaires reste aujourd'hui encore trop souvent négatif et trop souvent stéréotypé. Vous le savez, les habitants de ces quartiers ne veulent pas être assignés à résidence. Bien au contraire, ils revendiquent de la dignité, de la considération et bien évidemment du travail. Maire pour encore quelques jours d'une commune dans la métropole lilloise, dont 2 quartiers sont inscrits en politique de la ville depuis le 1er janvier 2015, je suis, comme tous les élus, conscient de la nécessité d'engager une nouvelle étape pour tenir cette belle promesse républicaine qui nous est chère, l'égalité des territoires. Monsieur le ministre, au-delà des premières décisions prises sur cette grande cause nationale, je pense ici notamment aux classes dédoublées de CP en REP+, et dont chacun salue en cette rentrée scolaire la pertinence, pouvez-vous nous indiquer les mesures qui seront mises en œuvre dans les prochains mois pour conforter ces territoires urbains en souffrance dans des domaines aussi essentiels du quotidien que sont le logement, l'emploi, l'éducation ou bien encore la sécurité? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marchand, j'entends le message des élus locaux, des maires, relatif à la politique de la ville. Nous connaissons la fragilité de nombre de ces quartiers
vous l'avez rappelé, ça fait 40 ans que cette politique de la ville a été lancée, avec des hauts, avec des bas. Si la réussite avait été totale, il n'y aurait plus de politique de la ville. Nous sommes face à des situations très diverses d'ailleurs. Et ce que souhaitent nos concitoyens et les habitants de ces quartiers, les élus, c'est d'avoir les mêmes droits, les mêmes chances. Ça s'appelle le droit commun, ce qu'ils veulent. Alors, je voulais d'abord préciser les choses en ce qui concerne les questions budgétaires. Sur la première étape de l'engagement que nous avons pris autour du Premier ministre, c'est d'abord de reconduire le budget de politique de la ville en 2018, 430 millions d'euros, et pour les années suivantes. Aussi, d'avoir 150 millions d'euros sur la DPG, de mettre 90 millions d'euros supplémentaires sur la DSU. Voilà une réalité financière budgétaire. Ensuite, et vous l'avez dit, avoir une politique forte en ce qui concerne l'éducation, où il y a beaucoup à faire. Et ce qui a été mis en place avec 2500 classes dédoublées dans ces quartiers, parce que ce sont surtout les réseaux d'éducation prioritaire plus qui ont été visés, je pense qu'on voit déjà que c'est une politique extrêmement volontariste et très forte. Nous allons aussi mettre en place bientôt des emplois francs sur ces quartiers politiques de la ville. Et puis vous avez parlé de sécurité. Parce que la sécurité, elle est essentielle dans ces quartiers. Il faut vraiment qu'il y ait une police de proximité. Il y a des efforts considérables à faire, car nous avons à lutter contre le communautarisme, tous ensemble. Parce que si la République recule dans ces quartiers, il y en a d'autres qui vont prendre sa place et qui sont déjà au travail. Et ça, c'est un enjeu tout à fait fondamental et tout à fait prioritaire. Et j'entends que nous menions une politique interministérielle, car nous avons besoin d'avoir sur tous les sujets une politique très forte. Voilà ce que je voulais vous préciser, monsieur le sénateur, dans le cadre de ce dossier. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Marchand, est-ce que vous souhaitez répliquer? Monsieur Stéphane Artano, mon cher collègue, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre de l'Outre-mer, vous lancerez jeudi à Saint-Pierre-et-Miquelon les assises de l'Outre-mer voulues par le Président de la République. J'espère qu'elles ne connaîtront pas le triste succès des États généraux. Je formule donc le vœu sincère qu'elles soient un véritable succès pour la République. Depuis 8 ans sur mon territoire, les élus du Conseil territorial réconcilient la politique et la société civile par une démocratie participative permanente et renforcée. Je me félicite donc de votre initiative ambitieuse, mais en posant comme postulat que les assises permettront quelque part de réinventer les Outre-mer, certains pensent déjà que les élus ultramarins n'ont rien fait. Pourtant, nos territoires sont en mouvement. À Saint-Pierre-et-Miquelon, en 2009, nous avons, au travers d'une démarche innovante du territoire, adopté un schéma de développement économique sur 20 ans. Ce schéma de développement économique a reçu le soutien de l'Union européenne. Nous avons adopté avec l'État, tout récemment, en 2015, nos 38 mesures concrètes qui vont occuper le territoire pour les 5 ans qui viennent. En mars 2017, c'est cette démarche innovante qui nous a permis de convaincre 70% de la population sur ce plan de développement économique. Madame la Ministre, vous avez évoqué que ces assises seront finalement la feuille de route de les politiques publiques en Outre-mer pour le quinquennat. Il ne faut pas vendre du rêve aux concitoyens qui attendent des projets concrets. L'État respectera-t-il la légitimité électorale des programmes de développement économique en cours? Comment ne pas craindre une cacophonie ou un mélange de genres entre la tenue des assises, l'élaboration concomitante des projets État-collectivité au pluriel et le plan de convergence de la loi égalité réelle? Ce sont 3 documents différents avec des vocations différentes. Comment organiserez-vous cette articulation? Enfin, l'État est-il prêt à assumer budgétairement cette ambition présidentielle ou présentera-t-il la facture aux collectivités déjà mise à mal? Pour vous répondre, la parole est à Madame Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, comme vous le savez et comme vous l'avez dit, le Président de la République a souhaité que, dans sa campagne électorale, les assises des Outre-mer soient organisées dès le début de ce quinquennat. L'objectif des assises, c'est bien sûr de construire des politiques innovantes, de réinventer de nouveaux outils tout en évaluant bien sûr ce qui existe pour construire notre parcours commun sur ce quinquennat. Tous les sujets peuvent être abordés et chaque territoire est libre de choisir ses sujets.
Mayotte, par exemple, choisit la question, et on peut le comprendre, c'est une priorité, de la sécurité. La Calédonie souhaite évoquer la question de la jeunesse. Saint-Pierre-et-Miquelon met effectivement un certain nombre de priorités choisies avec les élus locaux, mais aussi avec la société civile, et c'est important. Dans ce cadre, il y a également une plateforme numérique qui a été lancée et qui permettra que l'ensemble des citoyens des territoires d'outre-mer puissent s'exprimer. Ceux qui, le plus souvent, n'ont pas la parole, et on souhaite effectivement renouer ce lien avec eux. Alors vous vous interrogez, monsieur le sénateur, sur l'issue des assises et leur traduction législative, ou encore leur lien avec les autres exercices démocratiques qui ont lieu sur les territoires. Alors rassurez-vous, l'idée n'est pas de tout oublier, mais bien de remettre en perspective un certain nombre de projets de territoire, et surtout d'apporter des réponses en matière d'outils précis, de projets précis à ce que vous souhaitez mettre en place sur les territoires. Nous voulons créer un véritable écosystème économique pour aider le développement des territoires, mais bien sûr de pouvoir accompagner aussi l'ensemble des projets sociaux. Alors prenons tous en main notre avenir et participons à ces assises à tous les niveaux pour apporter une réponse à ceux qui l'attendent, une réponse efficace, une réponse qui se veut co-construite, et je crois que c'est une méthode qu'il m'est chère, c'est-à-dire comment co-construire ces défis communs que nous avons et comment surtout répondre à l'ensemble des exigences et des défis que doivent relever aujourd'hui les territoires d'outre-mer. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Artano, vous avez 10 secondes. Merci Monsieur le Président. N'oubliez pas que les initiatives viennent des territoires, l'innovation est déjà présente, les programmes existent, il suffit simplement que le gouvernement les respecte. Merci. La parole est à notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, faute de ministre du Logement, cette question va donc s'adresser au ministre de la Cohésion des Territoires. Les déclarations du Président dimanche ont suscité une profonde indignation. Il a ainsi déclaré, et je le cite, « Dans le monde HLM, il y a des réserves. On le sait depuis des décennies. Il y a des acteurs qui ont beaucoup d'argent. » Il poursuit, « Dans le monde HLM, il y a des organismes qui ont de l'argent et qui ne le dépensent plus. On construit une forme de rente. » Mais je vous pose la question, quel est le montant de cette rente, Monsieur le Ministre? Avez-vous des chiffres à avancer après ces graves accusations? Rappelons que les moyens des offices, comme l'y oblige la loi, sont réinvestis dans l'économie réelle au service des locataires, dans la construction, la réhabilitation, et jamais distribués sous forme de dividendes. Après la manifestation de samedi pour le maintien des APL, plusieurs rassemblements se tiennent aujourd'hui pour la défense de l'habitat social, des locataires et des personnels, des bailleurs sociaux. J'entends dire souvent de la part de ministres, je cite, que la rue ne fait pas loi. Mais Monsieur le Ministre, la rue, c'est aussi la République sociale qui est inscrite dans notre Constitution. Alors vous devez répondre aux questions posées. Les 3,2 milliards d'euros pris sur 2 ans au logement social et aux bailleurs, à quoi va-t-il servir? Est-ce là que vous allez chercher le financement des nouveaux cadeaux faits aux riches qui coûteront la bagatelle de 4 milliards d'euros? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Savoldelli. Plus de 40 milliards d'euros consacrés par l'État au logement et encore 4 millions de mal logés. Il y a là une responsabilité collective qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, j'entends votre question, je peux la comprendre, je respecte tout à fait les sensibilités diverses et l'expression aussi de la rue. Et aussi, vous savez, je suis allé au congrès de l'USH, j'ai passé un bon moment comme vous le savez, mais c'est la vie démocratique. Simplement, je crois que nous avons une responsabilité collective et d'ailleurs le Sénat apporte sa contribution au niveau du travail qui est fait depuis des années ici sur le logement et nous en tiendrons le plus grand compte. Simplement, vous dire que je ne vais pas m'abriter derrière les rapports de la Cour des comptes. Je sais ce que d'aucuns ici peuvent en penser, y compris dans votre groupe. Mais quand même, j'ai souvent entendu ici parler des dodus dormants. Ça ne veut pas dire
que toutes les structures HLM sont dans la difficulté, mais ça veut dire très simplement qu'il y a une grande diversité et qu'il y a nécessité de restructuration, qu'il y a nécessité de mutualisation. Ma porte et celle du secrétaire d'État a toujours été ouverte pour le dialogue avec les bailleurs sociaux. Elle continuera à l'être. Nous avons fait, Monsieur le Premier ministre a fait des propositions de compensation qui ne sont pas neutres. Ce dialogue, je vais, avec l'ensemble du gouvernement, le poursuivre et je suis sûr que nous allons trouver des solutions, c'est le cas de le dire, constructives. Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, pour 27 secondes. Vous apprécierez la réponse à la question. D'abord, Monsieur le ministre, je vous rappelle, vous devez aux organismes HLM, c'est la dette de l'État, 2 milliards d'euros. Donc tout ça, vous n'avez pas répondu, y compris pourquoi vous faisiez ces économies par rapport, moi je le pense, par rapport à l'ISF. Donc ça s'appelle une politique de classe, excusez-moi, c'est comme ça. Donc permettez-moi d'adopter une phrase de Jules Renard, Monsieur le ministre. Si on doit fêter votre politique du logement, la plus grande pièce, ça sera la salle d'attente. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. La journée mondiale du refus de la misère est précisément célébrée ce mardi 17 octobre. La France, classée parmi les pays dits riches, n'échappe cependant malheureusement pas à la pauvreté, puisque près de 9 millions de nos concitoyens souffrent de cette situation. Fréquemment, ce sont les mêmes d'ailleurs, qui ont à supporter la double peine, être pauvre et stigmatisé. Trop souvent, la méfiance, voire la défiance l'emporte sur la confiance. Trop souvent, il est question d'assister, alors que nous devrions parler d'ayant droit de notre démocratie. Trop souvent, l'isolement est le compagnon de la misère. Trop souvent, enfin, les complexités administratives sont les causes du non-recours, estimé à plus de 10 milliards d'euros par an. Dans notre France des droits de l'homme, un enfant sur 5 est pauvre, et même 1 sur 2 dans nos zones urbaines sensibles. Oui, ceci est condamnable. Oui, ceci est intolérable. Certes, quelques avancées ont eu lieu, nécessaires, mais toujours très insuffisantes face à l'ampleur du fléau. C'est d'un véritable plan de lutte pour l'éradication de la pauvreté dont notre société a besoin. C'est cela qu'il faut mettre en œuvre, en liaison étroite avec les associations caritatives et humanitaires. Et jamais, jamais la lutte contre la pauvreté ne doit servir de variable d'ajustement budgétaire. Quelle est votre ambition sur cette question majeure qui est autant sociale que sociétale, Monsieur le Premier ministre? Quelles mesures comptez-vous prendre? Mes chers collègues, un illustre prédécesseur au sein de notre Assemblée, Victor Hugo, écrivait « L'homme est fait non pas pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes ». S'attaquons sans relâche à ce drame de la misère, c'est aussi ouvrir un peu plus les ailes de notre démocratie. Alors, faisons-le. Pour vous répondre, la parole est à Christophe Castaner, secrétaire d'État en charge des relations avec le gouvernement. Merci, avec le Parlement. Le gouvernement, il s'en débrouille. Bon, vous avez la parole, Monsieur le ministre. Voilà un accueil chaleureux, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vaugrenard. Je crois qu'ici, dans l'hémicycle, quel que soit l'endroit où on se situe, cet enjeu de lutte permanente contre la pauvreté va tous nous rassembler. Parce que le constat, et vous l'avez fait, est dramatique. 3 millions d'enfants, c'est 1 enfant sur 5. C'est 1 enfant sur 5 qui aujourd'hui est dans la situation de grande pauvreté. C'est 20% d'enfants pauvres. C'est 36% de pauvreté dans les familles monoparentales. Et si vous êtes confronté à une mère isolée sans travail, c'est 70% des familles qui sont sous le seuil de pauvreté. Voilà la réalité de ce que nous connaissons dans notre pays. Et aujourd'hui, en ce 17 octobre, on célèbre ce triste anniversaire, cette 30e journée internationale de lutte contre la pauvreté. Et vous avez raison, nous devons agir à tous les niveaux, et c'est ce que le gouvernement fait. C'est ce que le gouvernement fait en matière d'école. Quand nous investissons massivement dans les quartiers les plus difficiles de notre République, dans les REP+, où nous dédoublons les classes. Le gouvernement agit aussi en matière de logement, et c'est le programme Logement d'abord,
qui s'adresse à celles et ceux qui aujourd'hui sont exclus du logement, sont obligés de séjourner notamment en hôtel pour lequel nous sommes mobilisés. Le gouvernement agit aussi dans la loi de finances et vous avez raison. Et vu que vous évoquez l'ISF, je citerai volontiers moi aussi Victor Hugo qui disait « Il faut savoir limiter la pauvreté sans limiter la richesse ». Parce qu'il y a celles et ceux qui considèrent qu'on peut dépenser ce que nous n'avons pas produit et ceux qui pensent qu'il faut produire pour pouvoir dépenser, pour pouvoir protéger, pour pouvoir aider les femmes et les hommes qui sont dans cette grande difficulté. Et c'est tout le sens de l'action que nous portons dans le projet de loi de finances. Et je ne doute pas que vous le votiez quand il s'agit de revaloriser l'allocation adulte handicapé, quand il s'agit de revaloriser les minima sociaux qui ne l'ont pas été, mesdames, messieurs, depuis 5 ans. C'est ça la réalité du projet de loi de finances. Mais le président de la République veut aller plus loin. Et ce matin, il a réuni l'ensemble des acteurs de la lutte contre la grande pauvreté pour définir avec eux et avec ceux qui sont concernés un plan d'action qui doit tous nous mobiliser. Monsieur Vaugrenard, non. La parole est à notre collègue Daniel Chassaing pour le groupe République et Territoires, les Indépendants. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question s'adressait à Madame le Ministre des Solidarités et de la Santé. Elle porte sur un sujet, les déserts médicaux. L'absence de médecins condamne les territoires à la désertification. Pas de retour de retraités, pas d'implantation de jeunes, pas de tourisme, pas d'économie et pas des pharmacies en grande difficulté. Les progrès technologiques comme la télémédecine, qui constitue un plus pour les médecins, ne sauraient le remplacer. Vous avez proposé un plan qui va dans le bon sens en poursuivant incitation aux maisons de santé avec des actions nouvelles, collaboration publique-privée, emploi territoire, temps médical, consultation avancée, maître de stage rémunéré. Permettez-moi d'émettre quelques propositions complémentaires. Augmenter le numerus clausus, 20% des diplômés ne s'installent ni remplacent, et instaurer un internat par faculté en fonction des besoins du territoire. Renforcer les stages du 2e cycle chez le médecin généraliste, instaurer un internat de 6 mois chez le praticien, l'interne épaulant le médecin. Instaurer la mise en place de médecins salariés, les jeunes le souhaitent, pour intervenir dans les maisons de santé, embauchés par une association hôpital-mairie ou département ou un GHT qui évoluerait juridiquement. Étudier, envisager enfin des solutions plus contraignantes. Non-conventionnement de l'assurance maladie pour les praticiens qui s'installeraient en zone hyperdense. Engagement de l'État pour qu'aucune maison de santé ne reste sans médecin. Interne sous la responsabilité d'un médecin référent hospitalier ou intervention d'un jeune diplômé salarié éventuellement sur une période à définir. La République doit garantir l'accès aux soins de premier recours par la présence d'un médecin dans les maisons de santé du territoire. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de votre réponse très attendue, notamment dans les zones rurales. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Monsieur Jacques Mézard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Chassaing, vous représentez le département de la Corrèze, département béni des présidents de la République, et dans lequel il semble qu'il y ait un manque de médecins. Ce que je tiens à vous dire, parce que je connais bien cette problématique qui vise non seulement d'ailleurs nombre de territoires ruraux, mais aussi les quartiers fragiles dont nous parlions tout à l'heure. Je crois que vos propositions, et j'en suis sûr, vont dans le bon sens. D'ailleurs, je vous prie d'excuser l'absence de Madame la ministre de la Santé, mais vous dire que le plan qu'elle a présenté correspond vraiment aux mesures que vous souhaitiez. Bien sûr, nous prendrons en considération ce que vous avez proposé, mais le plan correspond à vos demandes. Ce plan prévoit la création de 300 postes d'assistants partagés, salariés par l'hôpital, qui pourront exercer à la fois dans une structure hospitalière, mais aussi dans des structures ambulatoires dans les zones sous-denses. Aussi, ce qui est prévu, c'est le doublement du nombre des maisons de santé, 1000 sur le quinquennat, avec 400 millions du plan d'investissement prévu là-dessus. Aussi, des aides à l'installation qui seront renforcées avec un budget de 200 millions d'euros. La possibilité, et c'est important dans nos territoires, nous le savons, la possibilité pour les généralistes retraités d'avoir une activité à temps partiel. Je crois que ça, c'est une bonne chose, un bon signal. Vous avez aussi
parler du contrat d'adjoint dans les zones sous-denses qui permet à un étudiant en médecine d'exercer en même temps qu'un autre médecin installé en soutien. Ce sont cet ensemble de mesures auxquelles d'ailleurs peuvent s'ajouter d'autres dispositions qui permettront d'aller dans le sens que vous souhaitez. Et puis un mot sur le numerus clausus, il faut 10 ans pour que ça produise effet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, nous y réfléchissons, mais ça ne résout pas les problèmes à court terme. Voilà les quelques éléments que je voulais, qui vont d'ailleurs dans le sens de votre excellente question, docteur Chassaing. 10 secondes. Monsieur le ministre, avec Madame le ministre de la Santé, soyez les ministres de la République pour la santé, ce que Jules Ferry a été pour l'école, en permettant à toutes les maisons de santé d'avoir un médecin pour l'accès de soins de premier recours dans nos territoires. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Christophe Priou pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et concerne le projet d'aéroport du Grand Ouest. De nombreux collègues élus locaux se trouvent aujourd'hui confrontés à des citoyens qui, s'inspirant de la non-application du droit sur la zone de Notre-Dame-des-Landes, prennent l'initiative de s'affranchir eux aussi de la réglementation, notamment en matière d'urbanisme. Première question, comment comptez-vous rétablir l'état de droit alors même que les élus locaux font face à un phénomène contagieux de désobéissance civile due à l'inertie de l'État? Deuxième question, les médiateurs dits indépendants n'ont pas trouvé le temps d'auditionner les collectivités, membres du syndicat mixte de l'aéroport. L'unique contact établi étant un bref appel téléphonique au maire de Saint-Nazaire à 15 h pour un rendez-vous à 17 h à Nantes. Expliquez-nous, Monsieur le ministre, comment ont été choisis les médiateurs dits indépendants. Et en même temps, pouvez-vous nous obtenir le résultat des études complémentaires et comment ont été sélectionnés et mandatés les cabinets d'études? Le devoir de vérité et de clarté s'impose pour répondre à une population et ses élus qui se sentent floués et abusés après un référendum au résultat pourtant incontestable en faveur de la réalisation de cet aéroport. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre chargée des Transports, Madame Borne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Priou, je tiens tout d'abord à saluer le travail considérable qui a d'ores et déjà été réalisé par la mission de médiation sur le projet de transfert de l'aéroport de Notre-Dame-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. La mission a auditionné plus de 150 personnes selon une méthode qui a permis de nouer le dialogue à la fois avec les partisans du transfert comme avec les opposants. Et je pense que chacun peut avoir accès à la mission, mais j'ai bien noté les cas particuliers que vous avez évoqués, que je signalerai à la mission. La mission mène un travail d'analyse technique qui doit mettre en lumière de manière factuelle et impartiale les avantages et les inconvénients de chacune des options. Dans ce cadre, la lettre de mission prévoyait bien qu'elle recourt à des expertises qui sont menées sur la base d'un protocole strict et dans le respect des règles de la commande publique. Ces expertises seront rendues publiques et chacun pourra comparer et analyser les résultats et les méthodes de ces travaux. Alors je sais que ces travaux sont suivis avec attention, avec une vigilance toute particulière, tant par les partisans que par les opposants à ce transfert. J'entends les impatiences, mais le moment est à l'analyse et à l'écoute, et je pense que chacun, dans un esprit de responsabilité, doit permettre à la mission de mener son travail sereinement. Je pense que vous pouvez noter que le gouvernement a fait preuve à la fois de diligence et de transparence sur la méthode dès son arrivée. Je rappelle que la mission a été lancée dès le 1er juin, soit moins de 15 jours après l'installation du gouvernement. Son rapport sera remis en décembre prochain pour éclairer les choix du gouvernement sur les options en présence. Le gouvernement prendra alors ses responsabilités. Je vous remercie. Monsieur Priou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous ne nous avez pas convaincus sur l'indépendance des experts. Ils auraient pu être rejoints par d'autres experts aussi indépendants que Madame Duflot ou Monsieur Mamère. Je force à peine le trait, puisque 2 experts sur 3 étaient notoirement
contre le projet actuel avant leur nomination. Et ce ne sont pas les déclarations médiatiques du ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire sur une éventuelle démission mise dans la balance qui sont de nature à nous rassurer, sinon pour lui-même à méditer un adage qui avait été prononcé par un ministre qui fut sénateur également, Jean-Pierre Chevènement, sur le temps du silence et la parole ministérielle. Merci. Merci. La parole est maintenant de notre collègue Georges Patient pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, dans une Guyane pas apaisée depuis les derniers événements de mars-avril, deux sujets très brûlants exaspèrent les Guyanais. Le premier concerne l'immigration clandestine qui continue à se poursuivre à un rythme effréné. Plus de 11 000 demandes d'asile recensées dans un pays de 250 000 habitants, autant que dans toute la France hexagonale, à tel point que certains dans le pays n'hésitent pas à parler de génocide par substitution. Le second sujet de crispation porte sur le respect des accords de Guyane, avec leur absence de visibilité dans les documents budgétaires et dans le grand plan d'investissement. Je veux espérer que le président de la République, qui se rend en Guyane en fin de semaine prochaine, apportera à la population guyanaise les réponses attendues sur ces deux questions incontournables. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout traiter du dernier rapport de la Cour des comptes, d'une violence inédite à l'égard des élus d'outre-mer. Dans la foulée de cette charge, le président de la Chambre régionale des Antilles Guyane, sortant de son rôle car se sentant autorisé, appelle la population à sanctionner les élus. En outre-mer, tout paraît permis. Une telle posture de la Cour des comptes est d'autant plus désolante que ce rapport est parsemé d'erreurs grossières. En effet, pour étayer sa démonstration qui consiste à dire que les collectivités d'outre-mer sont très riches, mais que leurs difficultés financières découleraient uniquement d'une mauvaise gestion, la Cour n'hésite pas à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi donc une telle charge, alors que l'on sait que les collectivités d'outre-mer sont au contraire dans une impasse budgétaire structurelle? Est-ce pour masquer les graves manquements que subissent les communes d'outre-mer au niveau de la péréquation? La Cour finit tout de même par le reconnaître dans son rapport pour la première fois, alors que depuis 10 ans, les villes capitales des Outre-mer et moi-même ne cessons de le clamer haut et fort. Il s'agit cependant d'une avancée majeure. Votre question. Donc, mes deux questions sont les suivantes. Alors, quel train de vie peuvent mener des communes des DOM dans un tel contexte de pénurie financière? Et, Madame la Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour que, dès 2018, les communes des DOM bénéficient d'une péréquation juste et équitable? Merci, Madame la Ministre. Vous avez 2 minutes, vous. Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, la Cour des comptes, vous l'avez dit, a mis en lumière dans son dernier rapport une situation financière des collectivités locales plus dégradée dans les départements d'outre-mer qu'en métropole. En cela, elle est dans son rôle et je ne ferai pas de commentaires sur ces conclusions. Par contre, je veux, comme vous, affirmer ici que les collectivités d'outre-mer sont confrontées à des défis propres que le débat sur leur situation financière ne peut absolument pas occulter, et vous avez raison d'en parler. C'est vrai pour la Guyane, où l'explosion démographique ou la taille encore des communes constituent des enjeux majeurs pour lesquels les collectivités sont insuffisamment armées, et je le rappelle à tous, des collectivités qui sont seules à connaître ce type de défi aujourd'hui en France. Les accords de Guyane, vous en avez parlé, ont d'ailleurs traduit l'engagement et la solidarité du gouvernement en 2017 avec 89 millions d'euros supplémentaires qui ont été fléchés pour la collectivité territoriale et pour les communes qui bénéficieront pour leur part d'un surcroît de recettes liées à l'octroi de mer qui s'élèvera à terme à 27 millions d'euros. Plus généralement, l'ensemble des territoires d'outre-mer vivent au quotidien l'éloignement, l'insularité ou l'enclavement et connaissent des taux moyens de pauvreté et de chômage sans équivalent dans l'Hexagone, et là aussi je vous rejoins. Dans ce cadre, la Conférence nationale des territoires que le gouvernement a lancée
mène une mission chargée de proposer un contrat de mandature aux collectivités et je veille à ce que les particularités de l'outre-mer soient bien prises en compte. Et j'ai moi-même, pour alimenter par des données bien spécifiques ces débats, demandé à ce qu'un travail soit fait sur les structures des charges et des recettes des collectivités ultramarines. Et ce rapport nous sera rendu au premier semestre 2018 et nous pourrons en partager les chiffres de manière à ce que les choses soient claires et bien comprises. Monsieur le sénateur, je le dis souvent, je n'ai pas de sujet tabou et ma méthode est la transparence. Et nous continuerons effectivement à la mener. L'enjeu est clairement posé, les termes du débat doivent être équilibrés, les chiffres précis et nous aurons tous ces débats. Merci. La parole est à notre collègue Pierre Cuypers pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la MSA dénonce qu'en 2016, un tiers des agriculteurs français a gagné moins de 350 € par mois. L'urgence est donc déclarée. Dans le contexte actuel des États généraux de l'alimentation, le Président de la République a formulé un certain nombre de propositions et je cite « Redonner du pouvoir d'achat à nos agriculteurs en leur donnant la possibilité de proposer eux-mêmes un contrat au groupe agroalimentaire avec une prise en compte des prix de production et avec la mention obligatoire des coûts de revient inscrits dans les contrats. De soutenir également en outre le relèvement du seuil de revente à perte. Ces dispositions seront possibles selon lui si les agriculteurs se structurent en filières et en interprofessions fortes, portant chacune un projet de transformation. Permettez-nous d'en douter pour le moment. La nature et le calendrier de ces engagements sont très approximatifs et restent bien évidemment à définir. Changer les modèles productifs, peut-être, mais un arrêt, comme il a été dit par le Président de la République, de certaines productions ne s'inscrivant pas dans la concurrence internationale serait catastrophique et fatal. Attention de donner à l'agriculture les moyens de cette compétitivité. Monsieur le Premier ministre, merci de préciser comment le gouvernement entend donner suite à ces propositions et faire état d'un calendrier. Renvoyer les modes d'application aux prochaines années serait un mauvais signal. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Stéphane Travert. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cuypers. J'ai bien entendu votre question et certainement, comme moi, vous avez été attentif au discours du Président de la République. Un discours qui redonne du souffle à notre agriculture. Un discours qui veut faire en sorte que les agriculteurs demain puissent vivre dignement de leurs revenus. Et pour que les agriculteurs puissent vivre dignement de leurs revenus, nous nous appuyons sur plusieurs volets. D'abord, la construction du prix. Oui, il faut revenir à une inversion du prix en faisant en sorte que l'on parte du prix de revient des producteurs pour mécaniquement remonter ensuite chez les transformateurs et les distributeurs afin que chacun puisse être rémunéré à la juste valeur. Ensuite, le Président de la République a prononcé et a souhaité que les agriculteurs puissent se regrouper en organisation de producteurs pour avoir plus de force, pour que le triptyque transformateurs, distributeurs, producteurs puissent être un triptyque gagnant, gagnant, gagnant. Et enfin, d'ici la fin de l'année, nous présenterons au Président de la République, avec le travail des filières, un plan de filières, un plan de restructuration des filières qui devra nous permettre demain d'avoir des filières mieux armées pour répondre à la concurrence européenne et mondiale, avoir des filières qui puissent avoir une vision d'avenir, des filières qui peuvent investir, des filières qui peuvent innover. C'est cela le visage de l'agriculture de demain, c'est cela le visage de la ferme France que nous souhaitons demain pour notre pays. Et nous avons ainsi bouclé quelque part le chantier numéro 1 sur la création et la répartition de la valeur. Et nous souhaitons, monsieur le sénateur, vous le savez bien, à travers le deuxième chantier que nous allons d'ores et déjà mis en chantier, en œuvre ces derniers jours, eh bien faire en sorte que nos consommateurs puissent avoir une alimentation saine, durable et accessible à tous. C'est miser sur la qualité, c'est monter en premium la gamme de nos
nos aliments en faisant en sorte que le budget moyen du consommateur ne soit pas altéré. Et pour cela, nous disposerons d'un certain nombre d'outils. Il faut conclure. Dès le premier semestre prochain, nous nous engagerons à travers un projet de loi pour faire en sorte que la ferme France, demain, soit au rendez-vous de ces défis et des enjeux qui l'attendent. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Cupers, 22 secondes. Monsieur le ministre, nous n'avons pas entendu la même chose, voire lu la même chose. L'enjeu primordial, c'est de permettre, je dis bien de permettre à tous les agriculteurs de vivre simplement de leur travail, et d'avoir les politiques qui les accompagnent, qui les soutiennent et non qui les entravent. Merci. La parole est à notre collègue Angèle Préville pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ces questions s'adressent à Madame Schiappa. Longtemps, les femmes se sont tues parce que le moyen de survie en milieu hostile est d'être comme étranger à soi-même. Les femmes, en phase de dissociation après une agression, ne parlent pas. La parole des femmes s'est libérée donc. Face à la clameur obtenue par résonance des dizaines de milliers de tweets, que comptez-vous faire, Madame la Ministre? Ce cri qui s'étouffait dans nos gorges, le voilà enfin audible par le truchement des réseaux sociaux. Il est considérable. Il doit être non seulement entendu, mais pris en compte vraiment, accompagné de mesures concrètes, rapides, au secours des femmes qui ont osé s'exprimer. Mais agir ne doit pas être seulement panser les plaies. Il faut s'attaquer aux racines du mal. Peut-on envisager un débat de moralisation générale qui permettrait de questionner la pornographie accessible à tous et notamment à nos enfants, la publicité qui entretient l'idée que nous, les femmes, sommes des objets, d'envisager un volet pédagogique d'information aux filles absolument nécessaire et cruellement absent sur les dangers à être une fille, une femme dans notre société, sans oublier l'éducation des garçons qui doit être conjointe. Qu'allez-vous envisager concernant ces hommes de pouvoir ayant abusé de leur position dominante pour contraindre des femmes à ce qu'elles ne voulaient pas? Je me prends à rêver, et c'est un rêve subversif, que les entreprises et les administrations dans lesquelles des présidents, des directeurs, des chefs d'équipe ont fauté voient leur poste forcément remplacé par une femme. Et enfin, je pense aux femmes qui ne peuvent s'exprimer. Je veux parler des femmes qui sont victimes de violences qu'on dit pudiquement conjugales. C'est un crime de masse qui est passé sous silence et qui concerne environ 130 femmes par an. Que proposez-vous de concret pour diminuer le nombre de ces victimes? Peut-on envisager ce qui serait déjà une solution, une médiatisation à la fois nationale, c'est-à-dire une information claire dans les journaux, et locale, comme cela peut se faire en Espagne, avec des silhouettes à l'entrée ou sur les places de ville où sont indiqués le nom des victimes et la date de leur décès. Je conclus. Ce scandale qui est enfin révélé vous interpelle et vous oblige. Voilà, j'attends votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre l'homme et les femmes, Madame Marlène Schiappa. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous avez extrêmement bien posé la question, Madame la sénatrice, et je vous remercie pour votre engagement. Que pouvons-nous faire? C'est une vraie question parce que encore les femmes parlent. Ça ne suffit pas qu'elles parlent, encore faut-il que la société les entende et que les pouvoirs publics leur répondent. C'est pour leur répondre que le président de la République a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes était la grande cause nationale de son quinquennat. C'est pour répondre aux femmes que nous augmentons le budget des droits des femmes pour 2018 et que nous le sanctuarisons pour l'ensemble du quinquennat. Et c'est pour répondre aux femmes que le Premier ministre a lancé le 4 octobre dernier le Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les ateliers, les consultations de ce Tour de France nous amèneront à déposer en 2018 un projet de loi, une première grande loi citoyenne à cet égard, que je présenterai avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Cette loi qui associera tout le monde, les parlementaires, les territoires, les experts, les victimes, les femmes, les associations, nous permettra de répondre et d'assurer une juste condamnation sociétale et judiciaire des violences sexistes et sexuelles. Pour terminer, si je partage pleinement, Madame la sénatrice, votre engagement sur le fond, je me permettrai une petite réserve sur la forme. Je ne pense pas qu'il s'agisse de morale, je pense qu'il s'agit de droit. Nietzsche disait « il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes ». Je pense qu'il s'agit de droit et que c'est pour cela que nous devons faire évoluer notre droit et que je compte sur les sénatrices et les sénateurs pour cela. Je vous remercie. Merci.
Je voudrais remercier, Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des ministres. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le 26 octobre, seront transmises sur France 3, Public Sénat et notre site internet. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 17h50 pour la suite de notre ordre du jour. Séance est suspendue. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct et en exclusivité sur l'antenne de Public Sénat. On va tout de suite retrouver Tam Tranui qui a suivi pour nous cette séance depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, qu'avez-vous retenu de cette séance ? Eh bien, outre la question, l'échange que l'on vient d'entendre autour des violences sexuelles et sexistes, où on a pu entendre une nouvelle fois la réponse de Marlène Schiappa, qui a parlé à la fois du projet de loi pour 2018, qui a redit combien le budget de son secrétariat d'État n'avait jamais été aussi important, mais je précise qu'il est seulement de 30 millions d'euros, ce qui reste très peu. Eh bien, il y a eu de nombreux échanges cet après-midi, notamment liés à la question de la pauvreté, avec, il faut le savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans la 30e journée mondiale du refus de la misère. Il y a donc eu cet échange entre le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard, spécialiste de ce sujet au Sénat, et cet échange avec Christophe Castaner, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui a été interpellé, on l'a entendu, par les parlementaires sur la gauche de l'hémicycle, sur la question de l'ISF lorsqu'il répondait. Il a alors cité Victor Hugo. Il faut savoir limiter la pauvreté sans limiter la richesse. Chahut sur la gauche de l'hémicycle, ce qui faisait aussi penser aux paroles d'Emmanuel Macron sur les premiers de cordée dimanche dernier. Il faut dire également que juste auparavant, il y a eu un autre échange compliqué, celui entre Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, et le sénateur communiste Pascal Savoldelli, qui s'est interrogé sur le sens des propos d'Emmanuel Macron, toujours dimanche soir, qui a affirmé qu'il y avait de l'argent dans le monde des HLM, une forme de rente, et dont le parlementaire a d'ailleurs demandé le montant. Il n'a pas eu de réponse à cette question. Il a estimé d'ailleurs que les 3,2 milliards d'euros qui sont pris au HLM viennent compenser, je le cite, les 4 milliards d'euros de cadeaux faits aux riches et la réforme de l'ISF. Autre sujet important et qui a d'ailleurs ouvert les questions d'actualité au gouvernement, la question de l'immigration. L'immigration et la situation des étrangers en situation irrégulière, avec la question de Brigitte Lherbier, nouvelle sénatrice LR, mais surtout cette question d'Elisabeth Doineau sur l'accueil des mineurs étrangers isolés. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a pris la parole. Elle a d'ailleurs annoncé que vendredi, lors de l'ADF, l'Assemblée des départements de France, Édouard Philippe, le Premier ministre qui était là sur les bancs mais qui ne s'est pas exprimé aujourd'hui, allait annoncer un plan sur ce sujet. On sait que c'est un grand sujet de préoccupation pour les départements, qui estiment le coût pour les départements à 1 milliard d'euros par an, cette prise en charge des mineurs étrangers isolés, et qui réclament d'ailleurs que cela soit pris en charge par l'État. Rendez-vous donc vendredi pour l'annonce de ce plan. Merci à vous, Tam. Et on va continuer les réactions à cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Avec vous, Mickaël Zamès, vous êtes avec le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard. Il a interpellé le gouvernement sur son plan de lutte contre la pauvreté. Oui, absolument, alors que le président de la République doit s'exprimer sur ce plan de pauvreté. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du discours potentiel, en tout cas, du président de la République ? Au-delà du discours, j'attends des mesures précises. Ça fait très longtemps qu'on parle de pauvreté et ce monde du silence de la pauvreté a besoin de porte-voix. Je souhaite que les parlementaires, désormais, soient les porte-voix de ceux qui sont en situation de pauvreté. Le président de la République, jusqu'à présent, parle des jeunes et des enfants. Il a raison. Il y a aussi des personnes âgées, des retraités qui sont en situation de pauvreté. Il y en a qui sont à la rue également. Et dans le pays des droits de l'homme, c'est quelque chose d'insupportable. Donc, ça suppose également des financements. Et la lutte contre la pauvreté ne doit pas être la variable d'ajustement budgétaire du budget de la France. Vous demandez un budget consacré. On se rappelle d'une phrase aussi du président de la République, c'est pas le seul président à l'avoir dit, mais à la fin de l'année, je ne veux plus de gens dans la rue, je ne veux plus de gens dans les bois. C'était il y a peu de temps encore. Est-ce que c'est possible en France aujourd'hui, alors qu'on se rappelle évidemment de la phrase de Lionel Jospin, je veux zéro SDF également? Bien sûr, vous avez raison. Je considère que c'est un échec de la classe politique des 30 dernières années. Il est vraiment grand temps de considérer que ce scandale permanent cesse
Alors bien sûr, les hommes et les femmes qui sont en situation de pauvreté, et encore plus d'extrême pauvreté, qui sont à la rue, sont des familles qui ne votent pas, donc qui ne pèsent pas sur les résultats électoraux de notre pays. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, il faut que nous soyons les porte-voix de ce monde du silence. Parce que c'est un véritable raz-de-marée de la misère à laquelle nous assistons. J'avais proposé, dans le cadre d'un rapport sur les pauvretés que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans, que lorsqu'il y a un enfant dans la rue, il y a un 115 spécial enfant. C'est insupportable que dans un pays comme le nôtre, il y ait des enfants qui soient sur le trottoir. Alors au-delà des discours, agissons, mais rapidement. Merci beaucoup Yannick Vaugrenard d'avoir témoigné à notre micro sur cette question très importante de la pauvreté. Delphine, on va se retrouver dans quelques instants avec Pierre Laurent, le patron du Parti communiste. Merci à vous, Mickaël. Et 2 nouveaux invités m'ont rejoint sur ce plateau. Julien Bargeton, bonjour. Vous êtes sénateur à La République En Marche, sénateur de Paris. Merci d'être avec nous. Face à vous, Alain Joyandet, bonjour, sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. Peut-être une réaction avec vous, Julien Bargeton, pour commencer à ce plan de lutte contre la pauvreté. On a entendu des mots très durs à l'instant de Yannick Vaugrenard. Il estime que c'est un échec de la politique depuis plusieurs années. Et je traduis un peu sa pensée, mais on s'occupe moins des pauvres parce qu'ils ne votent pas. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Tous les pauvres ne s'abstiennent pas. Il y a effectivement parfois des personnes qui sont dans la difficulté et qui participent moins aux échéances électorales ou bien qui votent pour les extrêmes, et nous le regrettons tous. Je crois que pour sortir de la pauvreté, il faut d'abord retrouver le chemin de la croissance. Nous ne pourrons pas sortir tout le monde de la pauvreté si la croissance ne revient pas et si nous n'obtenons pas des investissements dans les entreprises, parce que ce sont d'abord les entreprises qui créent des emplois et c'est l'emploi qui permet de sortir de la pauvreté. C'est bien sûr aussi un ensemble de mesures, mais ça passe déjà par là. Et puis le gouvernement a aussi décidé d'augmenter un certain nombre de minima sociaux. Je pense au minimum vieillesse, mais pas seulement. La prime d'activité va être augmentée et également le RSA a déjà été augmenté de 10 €. Donc c'est un ensemble de mesures. Le pouvoir d'achat pour permettre d'insérer les gens dans la société, la croissance, l'investissement dans les entreprises pour que tout le monde retrouve finalement quoi? L'égalité des chances. Ce dont ont besoin les exclus, c'est d'abord de la considération, c'est de la dignité. Et la considération, la dignité, ça veut dire du travail. Voilà. Ça, c'est vraiment la première des choses, c'est de lutter contre le chômage, parce que c'est une évidence de le dire, mais la première cause de pauvreté, c'est le fait d'avoir un chômage trop massif et de trop longue durée dans ce pays depuis des années. Et donc, les mesures qui sont prises par le gouvernement vont, d'après nous, dans ce sens, bien sûr, et permettront aussi de régler un certain nombre de questions. Mais j'y ajoute, pour notamment les quartiers en difficulté, par exemple, le dédoublement des classes en CP, parce que une des façons aussi de sortir de la pauvreté, c'est de se projeter dans l'avenir, et ça passe par l'éducation et la culture. Et pourtant, Alain Joyandet, on a vu hier les états généraux de la politique de la ville. Il y a une question de votre collègue Frédéric Marchand sur ce sujet cet après-midi. Les ministres Mézard et de Normandie ne se sont pas déplacés. On sait là aussi qu'il y a eu des signaux plutôt jugés négatifs, défavorables de la part du gouvernement. Oui, alors, évidemment, parce que tout ce qui vient d'être dit, on peut le partager dans les mots. Ce qui compte, ce sont les faits. On voit bien que depuis plusieurs décennies, la France s'est appauvrie. Globalement, elle s'est appauvrie avec la mondialisation. On n'a pas été vraiment au rendez-vous de cette mondialisation. La France s'est appauvrie, donc il y a plus de pauvres. Ce qui est d'ailleurs dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y a même des travailleurs pauvres. Parce que certaines personnes qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui sont payées au SMIC, qui ont des charges de famille, d'où la baisse des cotisations, dès qu'ils gagnent un petit peu plus d'argent, n'ont plus droit à rien. Et c'est d'ailleurs dans les questions d'actualité d'aujourd'hui, ce qui m'a frappé. Monsieur Mézard, le ministre de l'égalité des territoires, a été souvent au micro parce qu'il était souvent interpellé sur la question d'égalité des territoires. Et pour moi, l'augmentation de la pauvreté n'est pas finie, parce qu'elle va aller encore avec l'accroissement des inégalités entre les territoires. Le budget 2018, vous parliez de quelques mesures. Globalement, c'est un budget qui est fait pour les grandes agglomérations, pour les centres urbains. Le reste du pays, je pourrais parler du logement, on n'a pas le temps, mais il y a vraiment dans ce projet de budget des mesures qui sont réservées à certains territoires, à certaines classes de la société, et certains autres territoires sont totalement abandonnés. Il n'y a plus de grands projets, il n'y a plus d'autoroutes pour aller là où il n'y en a pas. On va supprimer le PTZ, les aides au logement, la loi Pinel pour un grand nombre de territoires, un grand nombre de familles françaises, pas parmi les plus riches. Donc c'est bien de parler de la pauvreté, c'est bien de vouloir lutter contre la pauvreté. Bon, évidemment, je souhaite que l'on fasse tous ensemble ce que l'on peut contre la pauvreté, mais encore faut-il que dans les politiques qui sont concrètement mises en place par ce gouvernement, nous en trouvions la démonstration. C'est son projet de loi de finances, et
la suppression pour 80% de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations sociales, la hausse de la prime d'activité, ça va dans le sens aussi des classes moyennes et de tous les territoires. Et puis, par ailleurs, et je sais qu'il y a une grogne du côté des collectivités locales, je ne l'ignore pas, mais ce projet de loi de finances met un terme à la baisse massive des dotations à laquelle nous avions assisté. Une division par 2 de la dotation globale de fonctionnement. C'est pas vrai, ça. Or, elle est interrompue. Si, elle est interrompue dans le projet de loi de finances Julien 2018. Bargeton, avant de poursuivre ce débat, voilà, sur les collectivités locales, on va retrouver Mickaël Zamès. Vous savez, c'est le principe de cette émission. On va retrouver Mickaël Zamès aux côtés de Pierre Laurent, sénateur communiste de Paris, pour une nouvelle réaction. Alors qu'on apprend aussi, Mickaël, et vous allez peut-être faire réagir votre invité, que 10 personnes soupçonnées de vouloir attaquer des personnalités politiques viennent d'être arrêtées par la police aujourd'hui. Oui, on va aussi évidemment commenter cette actualité-là. Une première actualité aussi, ce sont des élus communistes qui ont refusé d'accueillir le président de la République à Gennevilliers, là où il devait se rendre pour parler du plan pauvreté, notamment cet après-midi. Que dit le responsable du Parti communiste ? Non, je crois, d'après ce que je connais sur l'incident, les élus communistes, le maire et la députée étaient prêts à recevoir le président de la République, bien évidemment. Mais il y a eu des incidents avec les CRS contre des manifestants qui étaient là tout à fait pacifiquement. Et ces incidents ne sont pas acceptables. Je pense que le président de la République n'a pas l'air de prendre la mesure de la colère qui est en train de monter dans les territoires. Déjà hier, l'appel de Grigny a fait retentir un cri de colère très important. La politique de la ville, on le précise. La politique de la ville, oui, mais dans des communes qui ressemblent à celle de Gennevilliers. C'est pour ça que je parle des deux en même temps. Il y a une très grande colère qui monte parce que l'accumulation des annonces gouvernementales et le discours, l'intervention du président de la République n'a levé aucune des inquiétudes, provoque des inquiétudes croissantes dans les territoires. Donc je pense que le gouvernement doit entendre ce qui est en train de se passer. Sinon, nous allons vers une colère qui va continuer à monter. Colère qui monte aussi, parce qu'on l'a entendu de la part des fonctionnaires. Il y a encore eu des annonces aujourd'hui qui ont été faites par les différents ministres concernés. Ça, plus ça, vous estimez qu'aujourd'hui, il y en a trop, ça suffit ? Bien sûr, la coupe déborde. Quand on a eu déjà cet été toute une série d'accumulations, de restrictions de crédit, de suppression d'emplois aidés, de difficultés en prévision, plus des mesures d'injustice fiscale qui ont beaucoup choqué le pays, si on continue dans cette direction, on va avoir une situation qui ne pourra pas continuer parce que c'est chez les fonctionnaires où on souffre beaucoup dans les fonctions publiques, dans les hôpitaux, dans les écoles, devant le travail qui s'accumule, dans la police en matière de sécurité. C'est ce qui se passe dans les collectivités locales, c'est ce qui se passe aussi dans le secteur privé. J'étais ce matin à Alstom, la colère est en train de monter un peu partout parce que les gens n'y arrivent plus, tout simplement. Alors Delphine Girard nous en parlait à l'instant, il y a une dizaine d'individus qui ont été arrêtés par la police, évidemment. Ils ciblaient des personnalités politiques françaises, une dizaine de personnalités politiques. C'est aussi, on ne sait pas encore les détails, mais c'est aussi un sentiment aussi peut-être de colère envers le personnel politique. Ça a changé maintenant, ça a encore changé. Oui, non, mais là, vous parlez d'autre chose et peut-être que ça n'a rien à voir avec tout ce que je dis. Non, moi je parle d'une colère sociale, pas de gens qui veulent être violents, pas du tout. Je parle d'une colère sociale de gens qui ont envie de vivre dignement dans leur quartier, avec leur travail, dans leurs entreprises, pour trouver un logement et qui n'y arrivent plus. Et le gouvernement a, je ne sais pas s'il s'en rend bien compte, un discours extrêmement violent. Nous avons interpellé tout à l'heure le ministre sur la question du logement. Quand le président de la République dit dimanche soir qu'il y aurait des offices HLM assis en quelque sorte sur des tas d'or, il faut bien voir quand même la colère que ça provoque parmi les gens qui vivent dans des conditions difficiles et qui souvent n'arrivent plus à payer leur loyer. Merci en tout cas d'avoir témoigné à notre micro. Delphine, c'est à vous pour la reprise de votre débat. C'est très variable. Merci à vous, Mickaël. Ça vous fait réagir, Alain Juandé, effectivement, cette phrase du président de la République sur ce trésor de guerre des offices HLM ? Oui, bon, je suis pas vraiment choqué que l'on essaie de faire un peu de péréquation entre les offices HLM qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas assez pour faire face à leur devoir de loger les plus modestes de notre pays. Ce qui m'inquiète le plus sur la politique du logement, c'est la disparition ou la réduction très forte, très vite, en plus, dès 2018, voire depuis le 27 septembre 2017, c'est-à-dire qu'on a déjà fait presque du rétroactif sur la baisse des aides au logement pour les classes moyennes. Parce que, vous savez, la pauvreté, c'est aussi la question du logement.
quand on n'a plus accès à un logement décent, c'est quelque chose de catastrophique pour une famille ou pour des enfants. Donc il n'est pas le tout de pleurer sur la pauvreté et puis de continuer à avoir des mesures comme ça qui peuvent justement faire augmenter cette pauvreté plutôt que la réguler, tenter de la réguler, parce que je pense qu'il n'y a pas de pauvreté zéro dans un pays comme la France. Il y a aussi d'autres sujets qui concourent à cette pauvreté. On a aussi une immigration massive qui n'a pas été une immigration de travail, mais une immigration sociale, mais j'ose le dire. Il y a aussi un problème d'immigration massive sociale qui a aussi contribué à augmenter la pauvreté d'un certain nombre de familles. Comme dans la question tout à l'heure et dans vos propos, on sent l'arrivée de Laurent Wauquiez. On sent l'arrivée de Laurent Wauquiez. Mais pas de caricature, cher monsieur. On vous jugera sur les actes. Mais justement, laissez quand même le fait de dire que la République en marche, elle n'a jamais été au pouvoir, contrairement aux autres formations. La République, chers collègues, la République a besoin d'une opposition républicaine, d'accord? Parce que s'il n'y a plus rien entre vous et le Front National, alors vous parlerez avec le Front National. J'en suis entièrement d'accord, mais je vois bien une connotation. Je vois bien une certaine connotation. Moi, je ne vous ai pas parlé du président des riches. Dans la question et dans la question posée et dans vos propos. Non, mais la politique du logement, 40 milliards dépensés, 4,5 millions de mal logés. Il y a quand même une question de méthode sur tous ces sujets. C'est pareil sur l'emploi ou sur l'éducation. On a l'impression que toutes les politiques publiques fonctionnent bien. On refuse en France d'évaluer et de faire un diagnostic. Il faut quand même regarder que un certain nombre de nos politiques publiques n'ont pas fait preuve de leur totale efficacité, dont celle du logement. Et donc, se dire qu'il y a 800 organismes de logements sociaux en France, que certains ont des réserves, pas tous, et que d'autres n'en ont pas et ont besoin pour investir notamment de leurs fonds propres. On a quand même la possibilité de poser ce diagnostic et de dire qu'on peut par exemple rapprocher certaines structures de HLM, les inciter à investir davantage. Et puis aussi à réfléchir sur d'autres modes de fonctionnement parce que au-delà des niches fiscales, ce qu'il faut surtout, c'est provoquer un choc d'offres dans ce pays, notamment dans les zones tendues où il y a un besoin de logement. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord et avant tout construire du logement, et du logement pour tout le monde, du logement privé certes, mais aussi du logement pour les classes moyennes qui peuvent avoir accès au logement social, à un certain type de logement social, et puis aussi pour celles qui sont en difficulté. Je crois quand même que le dédoublement des classes de CP, la police de sécurité quotidienne, un certain nombre de mesures annoncées par le gouvernement vont dans le sens des quartiers en difficulté, et je pense que là aussi il faut nuancer certains propos que j'ai entendus aujourd'hui. Bon, juste un mot pour dire qu'il me semble qu'il y a quelque chose à faire quand même, c'est de faire revenir dans le travail les gens qui en sont très éloignés et dont on pense qu'ils sont... Vous êtes d'accord avec cette expression, les multirécidivistes, refus, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Non, parce que je pense que vraiment le président accumule des mots comme ça qui finissent quand même par choquer les Français. Je pense qu'il faut faire quand même très attention quand on est président de la République, qu'il y ait une minorité de gens qui n'aient pas très envie de travailler, y compris quand on leur propose un travail, c'est vrai, c'est bien sûr. Enfin, parler des multirécidivistes quand on parle de chômeurs, dont on sait que sans doute 80% d'entre eux cherchent un travail et prient vraiment pour en trouver un, je pense qu'on a un problème de formation majeur. 15 milliards d'euros dans ce pays. Majeur. Il faut faire revenir les gens qui sont soi-disant trop éloignés ou fichus pour l'emploi. J'ai mené des expériences dans mon département pour faire revenir vers l'emploi des chômeurs de longue durée. Quand on s'en occupe bien, ça marche. Et ensuite, ils ont des CDI. Et souvent, ce sont les meilleurs de l'entreprise. Ça évite d'aller chercher des travailleurs en Pologne ou ailleurs. Moi, je pense que le combat n'est pas perdu. La meilleure aide sociale, c'est de faire revenir les gens vers le travail. Sur ce point-là, nous sommes d'accord, et notamment la formation professionnelle. 15 milliards d'euros, et les collectivités locales ont des expériences très intéressantes. Dans le 20e arrondissement, dont je suis l'élu, nous avons mené une expérience sur la cuisine avec le chef Thierry Marx qui marche très très bien. 94% de retour à l'emploi, une formation courte, brève, qualifiante et gratuite qui permet un retour à l'emploi. Voilà ce genre de mesures, de pratiques qui fonctionnent sur le terrain, sur la proximité. Et vous en avez J'ai fait la même chose dans la construction d'un hôpital public où on a fait revenir vers l'emploi presque une centaine de personnes qui étaient soi-disant complètement la clé, c'est un emploi de droit commun, incapable de venir travailler. De droit commun, un emploi normal. Vous voyez qu'il y a des sujets sur lesquels on peut s'entendre et il n'y a pas besoin pour ça d'être constructif. Bien sûr. Ça fait 30 ans que je suis constructif sans adhérer au constructif. Vous voyez, mais on peut travailler ensemble quand même. Mais le Sénat est bien fait pour ça. Est-ce que les chômeurs doivent s'attendre à une diminution de leurs droits, notamment pour financer cette ouverture de l'indemnisation aux démissionnaires et aux professions indépendantes? Il y a un deuxième volet qui suit
la réforme du dialogue social, c'est-à-dire du Code du travail, qui permet de libérer les énergies. Il faut donner de la visibilité aux employeurs comme aux employés. C'est ce que ont permis les ordonnances sur le dialogue social. La deuxième étape, c'est le travail sur l'assurance chômage et la formation professionnelle. Nous en avons parlé. Et puis, le président a ouvert d'ailleurs la troisième qui concernera l'intéressement et la participation. On voit que tout ça est très construit. Qui financera, donc, parce oui. qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, effectivement, le fait de dire dans le monde, on ne peut pas se protéger contre la mondialisation, mais il faut tenir compte des nouvelles règles et notamment du fait que on change plus souvent de travail et donc réfléchir au mode d'indemnisation et notamment quand on démissionne. Donc il y a un équilibre à trouver, mais je pense que de dire un indépendant, un entrepreneur et quelqu'un qui démissionne a droit aussi au chômage, c'est une bonne idée. Ensuite, reste à fixer les modalités. Il faut juste attention de ne pas réinventer l'eau chaude parce que je vous signale juste que ça existe déjà. Pour certains cas très particuliers. On aura l'occasion d'en reparler à Alain Joyandet. Merci pour à créer vous. leur entreprise, ils continuent à recevoir le chômage. Ou quand un conjoint déménage. C'est la fin de cette édition. Merci à vous. Ça existe déjà, mais il y a eu des gens avant. Merci d'être venus participer à ce débat. Fin de cette émission à 18h30. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne soirée et à demain.